Le régime de Damas et l'opposition doivent faire cesser les violences. C'est en tout cas ce que prévoit le plan de Kofi Annan. Mais il y a peu de chances que ce plan soit appliqué. Damas, vous le savez, demande des garanties aujourd'hui écrites à l'opposition. Alors que faire si ce plan échoue? Eh bien, on en parle avec Randa Kassis, qui est anthropologue, journaliste, présidente de l'Assemblée laïque et démocratique syrienne, membre du CNS, du Conseil national syrien, principale formation d'opposition. On en parle avec Ziad Majed, politologue, spécialiste de la Syrie, professeur à l'université américaine de Paris, avec Frédéric Pichon, docteur en histoire, spécialiste également de la Syrie. Et on en parle également avec Frédéric Ancel qui nous a rejoint, qui est avec nous en direct de Barcelone. Merci d'être avec nous, Frédéric Ancel. Vous êtes, je le rappelle, directeur de recherche à l'Institut français de géopolitique, professeur de relations internationales à Sciences Po Paris, auteur de l'Atlas géopolitique d'Israël aux éditions Brochet. Nous partons tout de suite en Turquie, à la frontière avec la Syrie, où 2 Syriens et un Turc ont été blessés dans un camp en territoire turc, blessés par des tirs provenant de Syrie. Assia Chia, bonsoir Assia, vous êtes avec nous en direct de Kilis, qui se trouve donc en territoire turc, à 100 mètres de la frontière avec la Syrie. Et c'est la première fois, Assia, qu'un incident de ce genre se produit. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un risque que le conflit syrien déborde hors des frontières? C'est vrai que c'est la première fois que des tirs en provenance de Syrie, en provenance de Syrie. Allez-y, Assia, vous êtes en direct. Touche Allez-y, le territoire turc. Ça résonne énormément dans l'oreille, mais je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe. C'est la première fois donc que des tirs en provenance de la Syrie font des victimes sur le territoire turc. On se trouve à quelques kilomètres du camp de réfugiés où il y a eu ces incidents ce matin. Il se trouve un peu derrière nous, ce camp de réfugiés. Derrière ce camp, c'est la frontière avec la Syrie et de l'autre côté, donc, c'est la province d'Alep. Et c'est là, dans le nord de la province d'Alep, que des combats ont éclaté ce matin entre l'armée syrienne et l'armée syrienne régulière, donc, et des rebelles syriens et des membres de l'armée syrienne libre, donc. Et il y a eu des blessés et ces rebelles syriens blessés ont essayé de passer côté turc pour trouver refuge donc en Turquie, et des Syriens réfugiés qui se trouvaient dans le camp de réfugiés sont venus à leur aide pour essayer de les secourir, et c'est à ce moment-là que des snipers ont tiré sur les personnes qui tentaient de secourir les blessés syriens, et les snipers ont donc également tiré directement dans le camp de réfugiés, faisant selon les autorités turques 6 blessés, des réfugiés syriens parmi eux, mais aussi 2 ressortissants turcs. Et ce que nous ont dit des réfugiés syriens à qui on a pu parler dans le camp, ils nous ont dit qu'il y avait également eu 2 morts, et ils nous ont montré la vidéo d'un corps d'un homme qui a été touché en pleine tête. Et si cela se confirmait, s'avérait exact, ce serait très embarrassant pour les autorités turques. Ça montre des failles évidentes au niveau de la sécurité. Ce camp qui se trouve derrière nous est à peine à 200 mètres de la frontière syrienne, et il y a plusieurs camps comme ça qui sont tout proches de la frontière syrienne, totalement ouverts. Merci beaucoup, Assia Chiab, envoyée spéciale de France 24, et qui se trouve donc dans le camp de Kilis, où 2 réfugiés syriens donc auraient été tués, si je vous ai bien entendu, Assia. Information donc dont on attend encore confirmation. Merci beaucoup, Assia Chiab. Ziad Majed, est-ce qu'il y a aujourd'hui un risque que ce conflit syrien déborde hors des frontières? Jusqu'à maintenant, il n'a pas débordé, mais avec le temps. Et avec le passage de temps, l'accumulation des frustrations, des crimes, le sentiment d'impuissance par rapport à une intervention ou bien à une fermeté dans le rapport avec le régime syrien, peut causer de plus en plus d'incidents qui seront dans ce cas-là sans contrôle. Il y a la frontière libanaise. Il y a aussi un journaliste libanais qui a été tué aujourd'hui par les tirs à l'intérieur du territoire libanais. Il y a souvent des opérations militaires syriennes qui sont exactement sur la frontière. Il y a parfois des exécutions sur la frontière. On sait aussi que la frontière irakienne peut être une frontière de tension. Et aujourd'hui, cet incident sur la frontière turque. Le seul front d'ailleurs du régime syrien qui est toujours calme, c'est le Golan, occupé par Israël depuis. Il est calme depuis 1974, contrairement à toute la propagande du régime et de son panarabisme et antisionisme, etc. Donc la question est là, de nouveau, la question djihadiste qui a été tout à l'heure soulevée se pose. Si le conflit dure encore, après les 6 premiers mois de révolution pacifiste,
Après la deuxième phase, qui était plus ou moins un début de militarisation, si la situation continue à être comme on le voit aujourd'hui, avec les massacres, avec les images, avec l'impuissance d'intervenir ou d'imposer un vrai cessez-le-feu en Syrie, rien n'empêche de plus en plus d'infiltration, que ce soit l'armée syrienne ou l'armée libre et ses unités qui sont sans véritable contrôle. Dans certaines régions, ils sont isolés, même sans moyen de communication. Donc avec le temps, tout est possible. Mais jusqu'à maintenant, ça a été, je pense, assez contrôlé. Randa Kassis, le CNS, on le sait, veut une intervention avec une résolution contraignante à l'ONU. Le CNS, donc, il ne croit pas à ce plan Annan. Mais la Russie, on le sait, ne veut pas d'un texte contraignant et ils restent quand même sur leur position, assez inflexibles, les Russes. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui discuter avec les Russes? Est-ce que le CNS ne devrait pas discuter avec les Russes? C'est le cas, par exemple, de la formation d'Aytam Mana. Eux, ils jouent la carte de la diplomatie. Ils vont à Moscou discuter avec les Russes, ils vont à Pékin discuter avec les Chinois. Est-ce que ce n'est pas ce que devrait faire également le CNS? Oui, tout à fait. Est-ce que vous le faites? Oui, nous voulons entamer des négociations avec les Russes. Vous voulez, donc pour l'instant, ça n'a pas été fait et c'est ce que vous allez faire. Ça a été fait, mais d'une façon quand même, je peux dire, à la légère. Alors, nous voulons entamer ces négociations pour arriver ou pour mettre fin d'abord à toute violence. C'est ça. Vous pensez que la Russie est la clé d'une sortie de crise aujourd'hui? Je crois que la Russie tient au régime syrien. Ça, il est vrai qu'il tient au régime syrien, mais il ne tient pas spécialement à Bachar al-Assad. Alors, si on arrive, puisqu'il y a quand même des cercles dans ce régime-là, si on arrive quand même à se débarrasser du premier cercle, d'abord, on fait plaisir à la Russie syrienne, qui ne veulent plus Bachar al-Assad comme président, c'est ce qu'on appelle en fait la période de transition. Alors, nous voulons entamer ces négociations-là. Les opposants aujourd'hui, je crois même le peuple syrien, accepte qu'Assad passe son pouvoir à son vice-président Farouk al-Shara. Alors, nous ne demandons pas une dissolution de l'armée. Alors, si on arrive à séparer l'armée du gouvernement, nous pourrons après entamer ou passer à une vraie transition démocratique avec le temps. Alors, c'est ça ce que nous voulons. Comment arrivons-nous de convaincre la Russie de lâcher Assad, de lâcher la famille Assad, ce qui est le plus important. Et bien sûr, avec Assad, la famille Assad, il y a les 3-4 familles de Chalish, El-Hemmé et Makhlouf. Frédéric Pichon, quelle sortie de crise? Est-ce que la sortie de crise, ça sera la Russie? Le plan Annan, bon, court tout droit à l'échec, à moins surprise de dernière minute. Vous envisagez comment cette sortie de crise? Les Turcs, il y a plusieurs scénarios. Les Turcs qui proposent aujourd'hui une zone tampon avec une intervention... Je vais vous répondre en rebondissant sur les interventions précédentes. C'est-à-dire qu'à l'image actuelle sans intervention internationale de la porosité des frontières et des risques qu'il y a, je crois qu'on a déjà le tableau qui se présente à l'ensemble des puissances et qui explique depuis un an la frilosité du Conseil de sécurité, qui est que c'est une véritable poney. Vous avez rappelé que le Golan est la frontière la plus sûre d'Israël et de la Syrie depuis 40 ans. Et on voit mal aussi les puissances de la région avoir quelque intérêt à une intervention, une déstabilisation. Donc ça explique. Pour ce qui est de la sortie de crise, il y a aussi quelque chose d'important. Je vois qu'aucune des grandes puissances n'envisage, ou en tout cas a bien conscience qu'il faut que le régime, non pas le régime forcément avec Bachar al-Assad, mais que le régime tienne. C'est-à-dire qu'on ne recommencera pas l'erreur de l'Irak, c'est-à-dire d'épurer le parti basse et de vider le pays de ses cadres. Il faut donc que ça se passe dans une sorte de continuité, quitte à évidemment effectivement éliminer ou faire partir un certain nombre de proches du premier cercle, mais on est bien d'accord que la stabilité de la région tient aussi à une forme de continuité dans les structures actuelles, donc il va falloir user de diplomatie, c'est sûr que la tâche est... Mais tout ça, toutes les puissances ont ça comme agenda, évidemment, et vous l'avez très bien rappelé. Frédéric Ancel, merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous en direct de Barcelone. Merci de nous rejoindre dans ce débat. Frédéric Ancel, on l'a dit avec nos invités, il y a peu de chances que le plan Annan fonctionne au vu de la situation aujourd'hui sur le terrain en Syrie. Quelle sortie de crise? Vous voyez quelle sortie de crise aujourd'hui pour la Syrie? Est-ce que vous croyez en une intervention turque? Les Turcs ont émis cette hypothèse avec la création d'une zone tampon. Bruxelles également a parlé d'une intervention humanitaire.
humanitaire. Quel est, vous, votre point de vue ? Alors d'abord, je souscris à ce qui vient d'être dit à un instant et je parlerai même davantage de frilosité, d'effroi. La communauté internationale, à commencer par les puissances, connaissent parfaitement les capacités balistiques de Bachar el-Assad. Assad, acculé dans ses derniers retranchements, si il devait y avoir une intervention à la libyenne, pourrait parfaitement propulser des missiles sur tous les voisins. Or, la quasi-totalité de ses voisins frontaliers ont un allié puissant, ce sont les États-Unis. Et à ce moment-là, Washington sera statutairement obligé d'intervenir pour défendre ses alliés respectifs. Et je ne parle même pas d'Israël, qui aura sans aucun doute assez peu d'humour avec une attaque syrienne. Et par conséquent, on a là une déstabilisation chaotique de toute la région à minima. Et ça, personne n'en veut. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Deuxième point, je ne crois absolument pas que les Russes lâcheront Assad, en tout cas tant que celui-ci disposera objectivement d'un rapport de force brut, militaire, favorable à l'intérieur du pays. Et pour l'instant, ça me semble être le cas pour encore, me semble-t-il, un certain temps. Je ne pense pas que même s'il devait y avoir, via les frontières poreuses, une augmentation du nombre d'hommes et de matériel en faveur des opposants, je ne suis pas du tout certain que l'élite de l'armée syrienne, qui est chevillée au corps autour d'Assad, et pour cause, la plupart des officiers supérieurs sont évidemment alaouites, et des tankistes et des avionneurs d'ailleurs, je ne crois pas qu'ils le lâcheront. Et par conséquent, tant qu'il n'y aura pas un renversement possible ou probable de ce rapport de force, je pense que les Russes tiendront au régime d'Assad. Ils n'ont pas envie qu'on leur refasse le coup de la Libye pour faire court. Et puis dernier point, je pense que les Turcs n'ont absolument pas la capacité d'intervenir. Imaginez-vous la Turquie intervenir militairement contre la Syrie, avec donc le risque évident de voir une riposte syrienne extrêmement violente dans un sud du pays qui est déjà relativement arriéré, en difficulté, et à proximité immédiate du Kurdistan qui, depuis maintenant 2 ans et demi, est en train de se réveiller avec des zones quasi insurrectionnelles. Je pense que ce serait pour le gouvernement Erdogan présenter de manière crue le fait que le roi est nu et que la Turquie, qui joue la grande puissance émergente ces dernières années, finalement, n'a pas tant de capacité que ça. Donc je pense que pour le moment, sauf un nouveau plan Annan, peut-être, j'ai envie de dire, malheureusement un peu moins ambitieux et qui collerait davantage à ce que souhaiteraient malgré tout Moscou et Damas, malheureusement, à court terme, je ne vois pas de sortie de crise. Vous voyez pas de sortie de crise non plus, Ziad Majed ? Non, je ne pense pas pour le moment. Comme il a été dit, le rapport de force militaire reste en faveur du régime. Non seulement parce qu'il y a des cercles fidèles à ce régime-là, mais comme dans toute armée, si on ne sent pas un danger imminent d'une intervention ou d'une véritable fracture au sein de cette armée-là, on continue dans l'espoir que le régime va survivre. Par rapport à Moscou, je souhaite juste ajouter que la solution du Yémen, de sortie de crise du Yémen, reste toujours envisageable, je pense, pour les Russes. Non pas parce qu'ils sont capables de lâcher Bachar al-Assad lui-même ou sa famille et ses cousins qui sont autour de lui, mais parce qu'aussi, avec le temps, si ça dure et s'il n'arrive pas à s'imposer, et il n'arrivera pas à s'imposer. Après 14 mois, il n'a pas étouffé la révolution, il ne va pas pouvoir le faire même dans 14 mois de plus. Et donc, ceci aussi n'est pas une situation durable que les Russes ou les Chinois ou tous les soutiens de Assad peuvent gérer. L'Irak aujourd'hui est en train de sauver, le gouvernement irakien est en train de sauver le régime syrien économiquement en achetant le pétrole et en achetant Vous voulez dire, c'est que les sanctions économiques n'ont pas d'impact ? Si, beaucoup d'impact. Et si l'Irak aujourd'hui n'achète pas énormément de produits syriens, il y a un grand problème. L'Iran est toujours en train de soutenir et de fournir du logiciel et un soutien logistique à l'armée syrienne. La Russie est là, mais pour tout ce monde-là, si ça continue et si Assad n'arrive pas à finir avec la révolution comme il le souhaite et comme il espère en gagnant du temps, ils n'ont pas non plus un intérêt à maintenir une région instable où ils risquent de perdre après tous les sacrifices qu'eux-mêmes, économiquement et politiquement, ont dû payer. Frédéric Pichon, quand je vous ai vu un peu faire la moue, quand Ziad Majed a dit que les sanctions, ça fonctionnait, je ne vous ai pas senti très convaincu. Non, les sanctions n'ont jamais fait tomber un régime, c'est ça le problème. Mais ils affaiblissent, ils ne font pas tomber un régime. On va nous annoncer, je pense, une nouvelle batterie de sanctions, mais l'Irak continue de vendre et d'acheter, l'Iran aussi.
Russie. On est vraiment bloqué. Hein, c'est un verrou stratégique duquel Hafez al-Assad avait joué déjà en son temps pour se monnayer la bonne volonté d'à peu près tout le monde, y compris des États-Unis. En 90, il ne faut pas oublier que la Syrie était aux côtés de la coalition internationale lors de la première guerre du Golfe. Donc c'est vraiment là pour le coup la géopolitique a un sens. Hein. C'est vraiment la géographie qui dicte d'une certaine manière. Et puis le poids effectivement de la Sabiha alaouite, hein, qui je pense a été sous-estimé par certains observateurs. Frédéric Ancel, je vais encore vous poser une question. On sait qu'il va y avoir des négociations sur le nucléaire iranien qui vont reprendre samedi à Istanbul. Est-ce que l'Iran peut jouer un rôle en Syrie? On sait que l'Iran est l'allié du régime de Damas. Est-ce que l'Iran pourrait monnayer un peu son programme nucléaire en échange d'un lâchage du régime d'Assad? Alors ça, écoutez, c'est un scénario qui me paraît intéressant, mais auquel je ne crois pas. L'alliance militaire qui existe, qui est officialisée sur le papier depuis plusieurs années, et à deux titres d'ailleurs. Entre l'Iran et la Syrie, ça a toujours été l'alliance de Lilliput et Gulliver. C'est-à-dire que la Syrie n'a jamais réussi à proposer quoi que ce soit d'intéressant à l'Iran faute de moyens. Et je rappelle d'ailleurs qu'il n'y a aucune continuité territoriale, hein, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et d'autre part, l'Iran n'a jamais volé au secours de la Syrie, et pas non plus d'ailleurs du Hezbollah, lorsque en 2006, Israël et le Hezbollah se livraient à une guerre extrêmement dure. Lorsqu'Israël a frappé la Syrie, ça devait être le 6 septembre 2007, si ma mémoire est bonne, donc un réacteur nucléaire en construction de la Syrie, l'Iran n'a pas bougé le petit doigt. Donc ce sont deux alliés, c'est vrai. L'Iran aujourd'hui participe très fortement à la répression en envoyant plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'hommes qui savent y faire. Hein. On se souvient de ce qui s'est passé il y a 2 ans dans les rues de Téhéran et d'ailleurs. Mais au-delà de ça, et il est vrai, ce qui a été dit est très juste, l'Iran achète également des produits syriens. Mais au-delà de ça, j'imagine absolument pas le régime iranien sacrifier quoi que ce soit sur le plan nucléaire pour sauver de près ou de loin la Syrie. Peut-être que l'Iran va sacrifier un éventuel statut de puissance nucléaire au profit d'un simple statut d'État du seuil. Ça, c'est tout à fait possible. Mais ça ne sera certainement pas parce que la Syrie ou parce que Assad. Ce sera parce que les grandes puissances lui auront proposé à Téhéran autre chose d'extrêmement alléchant. Mais je ne crois réellement pas que la Syrie puisse peser ou intervenir dans les calculs iraniens liés à son dossier nucléaire. Merci beaucoup Frédéric Ancel avec nous en direct de Barcelone. On se quitte avec cette information, Randa Kassis, selon une ONG, eh bien, au moins 100 personnes ont été tuées à quelques heures donc, de cette date butoir de l'ONU. Donc les violences qui se poursuivent. Et vous n'êtes pas très, très optimiste pour la suite? Non, pas du tout. Ça va prendre de temps. Ils vont pas, de toute façon, nous savons que le régime ne pourra pas retirer ses chars d'ici quelques heures. Normalement, c'est à 3 heures le matin qu'ils doivent, ou à 6 heures le matin, 3 GMT, je crois qu'ils doivent retirer leurs 6 heures hors de Damas. Voilà, 30 000 détenus depuis le début de la guerre. Voilà, alors il y a quand même... Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Randa Kassis, à la communauté internationale ce soir il ne faut pas trop attendre. Si on va attendre le Conseil de sécurité, jamais ça cessera. Bien sûr, ça va prendre des mois et des mois. On aura beaucoup plus de risques de guerre civile à l'intérieur de la Syrie, beaucoup plus aussi le risque des djihadistes, de l'expansion des fondamentalistes en Syrie. Il faut plus attendre. À Kosovo, ils n'ont pas attendu. Il faut intervenir voilà. Militairement. C'est ce que vous souhaitez aujourd'hui que la communauté internationale fasse. C'est-à-dire jusqu'à où on va rester, jusqu'à où elle va la Syrie. C'est ça. Combien de morts? Voilà, combien de morts et même la déstabilisation d'un pays et d'une région. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci Ziad Majed. Merci à Frédéric Pichon. Merci à Randa Kassis et à Frédéric Ancel qui étaient avec nous en direct de Barcelone. Je vous retrouve demain à 19h10 pour un nouveau débat sur France 24. Très belle soirée. À demain.